Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Studio Tamani a célébré ses 7 ans aujourd'hui et nous poursuivons avec nos activités encore pour cette 8e année. Aujourd'hui, c'est le grand dialogue encore et nous allons parler d'inondations au Mali. Quelle solution pour les riverains? Ce débat est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC de l'USAID. Nos invités sur ce plateau, Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD, et Lassana Traoré, membre de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Je rappelle que nous avions invité monsieur le lieutenant-colonel Adama Diatigui Diarra, directeur régional de la protection civile de Bamako, et Drissa Doumbia de l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD, mais à la dernière minute, ils ont décliné l'invitation. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le grand dialogue. Inondation au Mali, Ahmed Sekou Diallo, quelle analyse avez-vous de l'évolution de la situation? Est-ce que les bonnes mesures préventives sont prises au Mali? Merci beaucoup, M. Touré, de nous inviter à ce grand dialogue. Tout d'abord, joyeux anniversaire à Studio Tamani, qui abat un travail maus au niveau du Mali dans la conscientisation des masses et quelque chose qui est très très salutaire. Pour revenir à notre question, au niveau prévention, le message pour nous est le même. Il y a beaucoup à faire au niveau de l'État et on aurait bien voulu que les structures qui représentent l'État soient parmi nous pour nous dire réellement ce qui est fait. Nous disons que en matière de prévention comme en matière d'action, il reste beaucoup à faire. C'est comme si rien n'a été fait. Vous voyez, on est presque en fin d'hivernage. Les gens sont en train de curer toujours les caniveaux. Donc, ce qui veut dire que soit on est toujours en retard, soit on ne fait rien du tout. Donc, le changement de comportement doit venir maintenant. Il est temps. C'est comme si rien n'a été fait. Est-ce votre point de vue également, Lassana Traoré? Bon, je pense que, comme il a si bien dit, je vous adresse tout d'abord joyeux anniversaire. Mes vœux de joyeux anniversaire. Merci. Et de bonne continuation pour les activités que vous menez au niveau national. Merci. Et je sais que vous avez beaucoup contribué à la conscientisation des différents acteurs du Mali, plus en général la société civile et tous les départements nationaux. Merci. Bon, par rapport à ce qui a été, à la question posée, moi je trouve que réellement, en l'absence des partenaires techniques de l'État, ça fait que pratiquement nous sommes dans notre mandat, nous ne faisons que les interpellations. Nous travaillons généralement en duo avec eux. Et c'est une situation de dénonciation et d'interpellation et d'information par rapport à ce qui se passe. Sur le terrain. Voilà. Est-ce que la population est fatiguée de ces inondations-là aujourd'hui? La population est vraiment fatiguée, en réalité, parce que c'est toujours récurrent. Nous sommes toujours dans la même situation. C'est toujours le statu quo, quoi. Chaque année en année, on va crescendo. Bon, peut-être cette année, moi, je trouve que comparativement aux années précédentes, il y a eu moins de dégâts cette année. Sinon, les autres années, chaque fois, il y a mort d'hommes sur beaucoup de chantiers. Surtout sur les occupants des cours d'eau. Et souvent même pas, c'est surtout les aménagements interurbains qui font que, les débordements font que, généralement, les maisons qui sont dans les servitudes des marigots à l'intérieur de certaines villes font que
les maisons s'écroulent et il y a toujours des problèmes d'habitation et de quoi, je ne sais pas trop. Les services météorologiques et de la protection civile, dans un de nos débats ici sur Studio Tamani, ont annoncé que cette année, il faut s'attendre à plus de pluie et à beaucoup plus de risques d'inondation. Face à cette situation, malgré cela, que ce soit ces services-là qui dénoncent, que l'État ne prenne pas les choses au sérieux, qu'est-ce qui peut provoquer cela, Ahmed Sékou Diallo? Merci pour la question. Moi, je dirais que c'est d'abord un problème de vision, de politique, de volonté politique et tout. Pour moi, c'est raté depuis le départ. Si on voit la configuration de nos départements ministériels, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, vous allez voir que certaines prérogatives de ce ministère sont confiées, par exemple, au ministère de l'administration territoriale. Parce qu'il y a certaines actions qui sont transférées aux collectivités, mais si vous regardez normalement le cadre de vie, c'est le ministère de l'Environnement qui doit gérer ça. Donc, pour moi, déjà, ça pose problème. Les budgets, si on voit aussi les budgets, pour moi, le cadre de vie devait vraiment nécessiter qu'on y mette beaucoup de moyens. Malheureusement, c'est souvent pas le cas. J'aurais pu comprendre que ça soit sur ces périodes où on est dans une situation de crise multidimensionnelle, qu'on se dise que nos priorités actuellement, c'est la sécurité, on réduit. Mais c'est depuis les temps, c'est ça. On peut dire que le ministère de l'Environnement même est un sous-secteur de l'agriculture. On va dire agriculture avec grand A, d'accord, mais c'est un sous-secteur. Et si vous voyez le budget qui est attribué, c'est 0, pour un budget national. Donc ça, déjà, c'est un frein. Par rapport à l'assainissement, si on regarde, ça demande de grands moyens. Mettre des caniveaux. Normalement, moi, je dirais même, là où on doit commencer, en créant de nouvelles cités, l'exigence doit être que les infrastructures adéquates soient. Sinon, on ne crée pas de nouvelles cités. Malheureusement, il y a beaucoup de cités qui se créent. Si on prend l'exemple de Bamako, Bamako est très vaste. On crée beaucoup de cités, mais les infrastructures n'y sont pas. Moi, je dirais que la population, par exemple, elle est victime, mais elle est aussi actrice. Parce que si on voit là où nous mettons nos maisons, le plus souvent, c'est sur des collines, c'est sur des bas-fonds. On est sur la voie où il y a vraiment le passage de l'eau. Certes, nous sommes passés à des années où il y avait des années de sécheresse, on n'avait plus assez d'eau, mais maintenant que les temps normaux reviennent, avec l'effet aussi des changements climatiques, l'eau reprend sa place et ça vient balayer des maisons, surtout notre système d'habitat qui est en banco, donc ça fait des ravages. Cette année, on peut remercier le bon Dieu, on n'a pas connu de perte en vies humaines, alhamdoulilah, mais ce qu'on voyait dans chaque année, c'est que le gouvernement attendait qu'il y ait des inondations, qu'il y ait des pertes, où on amène des sacs de riz, on amène ceci. C'est pas ça la bonne politique. La politique, c'est la vision, c'est la prévention et autres. La prévention, c'est de mettre en place des infrastructures adéquates. C'est aussi sensibiliser les communautés pour que les communautés jouent pleinement leur rôle. Il y a aussi des mesures coercitives. Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il doit faire, il doit être sanctionné. Et la sanction, c'est à plusieurs niveaux. Ceux qui ont le mérite doivent être sanctionnés, décorés et autres là. Mais ceux qui font de manière mauvaise, on les conscientise, mais s'il y a récidive, il faut taper pour que ça ne revienne plus. Est-ce que vous reconnaissez, Lassana Traoré, cette part de responsabilité de la population également dans ces inondations? Bon, les populations sont généralement des acteurs
incontournable comment on appelle, pour la survenue des inondations en réalité. Parce que, bon, pratiquement, mais moi je trouve que quelque part aussi, les populations, dans les centres urbains, les populations généralement sont victimes aussi. En réalité, parce que, bon, ils sont victimes parce que les municipalités, les maires et autres structures, les autorités locales font que les attributions de parcelles se font même par rapport à... Souvent même il y a des sketchs qui font que, bon, souvent même les gens vont délimiter des contours dans les cours d'eau. Bon, moi je trouve que les populations, en même temps, bon, c'est tout ce quand les communautés, les autorités locales et les populations, en réalité, les communautés elles-mêmes savent que c'est un passage d'eau, c'est un cours d'eau. C'est un cours d'eau. Mais malgré cela, c'est elles-mêmes souvent, selon certains, qui insistent pour les acheter. Ils insistent. Bon, souvent c'est le cas, mais souvent c'est par besoin, par nécessité, parce que bon, généralement, qui connaît à peu près les problèmes d'habitation à Bamako, quand on a un peu de sous, généralement quand on a une parcelle, le plus vite c'est le mieux, quoi. Généralement les gens se précipitent pour s'abriter. Mais souvent c'est sur les garanties, comme je l'ai dit, des autorités, parce que quand les autorités ne donnent pas de garanties, moi je ne peux pas m'installer en réalité. Moi-même j'ai été victime de ça en 2013. Quand je partais, j'étais à la FAO, j'étais dans le cadre des urgences à Mopti. Avant de partir, j'ai mis ma femme avec ses parents au niveau de Bankoni, Kourofina, zone vers le pont du Banco. C'est extraordinaire. Et là aussi, je dis que, bon, pratiquement, quand on essaie de voir généralement c'est-à-dire, la corruption... Vous voulez dire qu'on vous a vendu un terrain sur un espace qui ne devrait pas être... Non, moi j'étais en location à l'époque. Mais le bâti de la maison, c'était une belle maison bien bâtie, mais à peu près à 5 mètres du lit du Marigot. Oui, bon, la maison j'ai tout perdu, la maison a été engloutie par les eaux. Et j'étais là présentement, mais pendant les événements, et j'ai amené, comme je sais nager, j'ai amené ma famille sur le toit. Et durant toute la journée, de 8h jusqu'à 20h, c'était la pluie. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez déménagé ou vous êtes resté là-bas? J'ai déménagé, je suis sur la colline, je suis à l'hippodrome. Alors, est-ce que ce besoin, cette nécessité que certaines populations disent avoir pour s'installer sur le passage d'eau, est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça ne crée pas plus de problèmes à ces populations-là elles-mêmes? Ça crée plus de problèmes. Moi, je dirais que sur ce point, c'est vrai qu'on peut dire que la population est responsable parce que quand on te vend quelque chose et que tu vois que c'est pas bon, il faut pas acheter. Mais celui qui vend aussi cela, la collectivité n'est pas du tout responsable. Ça, il faut dire que c'est des gens à sanctionner parce que il a parlé de niveau de corruption. Les lotissements, normalement, doivent prendre en compte tout ça. Les plans d'urbanisation doivent prendre en compte tous ces aspects-là. Donc, les autorités, que ce soit les collectivités comme les services techniques de l'État, doivent jouer pleinement leur rôle. Si ils suivent carrément les textes, on ne va pas arriver à ça, quoi. Mais c'est vrai que nous sommes dans des conditions où souvent on voit des situations de pauvreté extrême où souvent la personne n'a pas le choix. On cherche l'abri. Surtout en période d'hivernage, il faut chercher à se caser et autres. Et malheureusement, c'est pas bon, quoi. La justice n'a-t-elle pas sa part de responsabilité dans ce non-respect des textes aussi? La justice a sa part de responsabilité parce que, par exemple, ce genre de situation, si la personne porte plainte et que les autorités qui ont failli sont sanctionnées, mais ça ne doit plus se reproduire. Mais on voit vraiment un laisser-aller. Et bon, ça devient maintenant quelque chose qui est normal.
alors que c'est des situations extrêmement graves qu'on ne va pas retrouver dans des pays développés et autres. Là. Est-ce qu'il y a une différence entre le cas de Bamako et le cas d'autres localités à l'intérieur du pays? C'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Au niveau assainissement, il y a toujours des problèmes. On ne voit pas les canalisations. Et si les canalisations existent, c'est souvent bouché. On disait tout de suite que la population est victime, mais elle est aussi actrice. Je vais rentrer tout de suite dans ma voiture avec ma bouteille d'eau. Je finis de boire, je jette à la fenêtre. Ça rentre dans un caniveau, ça bouche. Tu vas voir les femmes qui vendent leurs cacahuètes et qui vendent leurs trucs. À la fin, après nettoyage, on jette dans le caniveau. Mais c'est les gens qu'il faut conscientiser. Nous devons tous être conscientisés à travers les radios de proximité, à travers la télé. Mais même au niveau de l'école, il faut revoir le curricula à la base pour certaines thématiques qui sont vraiment, c'est des aspects de citoyenneté, c'est des aspects de civisme. Pour moi, c'est très profond, c'est très profond. Donc, c'est pour moi l'autorité de l'État, la vision vraiment. Maintenant qu'on est en train de parler de refondation du Mali et autres là, nous prions les autorités. Ça, c'est un appel que nous lançons. Vraiment, prenons notre temps, mais mettons les choses dans les normes. Mettons les choses dans les normes pour que demain, qu'on dise que Bamako dont on rêvait, le Mali dont on rêvait, a vraiment changé. Est-ce que les populations sont conscientes de cette situation souvent? Celles qui jettent des ordures n'importe où, ou pendant la pluie, même certains qui jettent les ordures dans les caniveaux en appelant ça promotion. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de se punir eux-mêmes? Bon, moi je pense que ça, souvent, il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne le sont pas. Parce que c'est deux poids, souvent c'est les charges économiques. Les charges de ménage. Généralement, c'est facile de déverser des ordures dans les courants qui passent et de ne pas payer le lendemain l'argent à celui qui vient ramasser. Et ensuite de bloquer les passages d'eau pour subir des inondations. Effectivement, c'est comme ça. Généralement, nous sommes dans un pays pauvre. Les gens, généralement, n'ont pas les moyens de subsistance. Bon, généralement, ils utilisent les petits moyens pour s'en sortir. Bon, tout ça, il faut toujours incriminer les politiques, parce qu'il n'y a pas de politique. Généralement, au niveau national, est-ce que ce n'est pas le manque de politique ou bien la non-application des politiques, en réalité? Y a-t-il même une politique de gestion des inondations au Mali? Bon, c'est là, toute la question est là, parce que il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, le service de protection civile. Généralement, il doit avoir une politique de gestion des risques, en réalité. Bon, moi, je ne sais pas, à ma connaissance, je ne sais pas si ils ont peut-être un plan d'intervention annuel par rapport aux informations qu'ils ont avec le service de météo. Peut-être que c'est une planification annuelle, c'est ce que je me dis. Mais en réalité, les interventions qu'eux-mêmes ils font, souvent, c'est toujours le médecin après la mort. Médecin après la mort. Est-ce que, même si les autorités maliennes ont aujourd'hui une politique de gestion des inondations, est-ce qu'elle est connue du Malien lambda? Connue du Malien lambda, ce n'est pas évident. Mais il y a des actions qui se font au niveau de la protection civile. Des prévisions et puis même de la mobilisation et des actions. Maintenant, on peut dire que c'est comme une goutte d'eau dans la mare. Sinon, il y a des actions qui sont faites. La plateforme même regroupe, il y a une plateforme nationale pratiquement qui joue ce rôle d'information et puis de coordination même des actions. Au niveau de la protection civile, où les acteurs de la société civile, les services techniques, les différents acteurs sont impliqués. Il y a des actions qui se font et même si vous voyez
les actions de curage, les actions de création de caniveaux et autres là, ils avaient mobilisé un grand fonds qui permet de faire ces actions. Mais je dirais que c'est une goutte d'eau dans la mare. Nous n'avons plus droit à l'erreur, déclarait le colonel Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple, puisque nous sommes avec un renversement de régime au Mali, la transition qui se prépare. Que faut-il faire pour qu'il n'y ait plus d'erreur dans la gestion, dans la protection de l'environnement aujourd'hui, pour que les inondations puissent être mieux prises en compte? Diallo. Oui, il faut élaborer des politiques. C'est vrai que le plus souvent, quand on parle de texte, le Mali, on peut faire école avec le Mali. Les textes existent, c'est bien élaboré, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Souvent, c'est les ressources qui font défaut. Souvent, c'est la volonté politique même qui n'est pas là. Donc, pour moi, il y a une synergie d'action à mener et que les gens mettent ça en priorité. Si c'est vraiment une priorité, comme on a dans le contexte actuel pris la sécurité comme priorité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de priorités au Mali, beaucoup de défis à relever. Tout est urgent. L'éducation, c'est des problèmes, la santé, la sécurité, mais le cadre de vie aussi est une priorité. Et les acteurs doivent vraiment réfléchir à bâtir quelque chose de solide. Pour moi, c'est maintenant. Qu'attendez-vous des futures autorités maliennes? Bon, vraiment que la synergie soit. Parce que, bon, généralement, seul, on ne peut rien, mais quand on est ensemble, quand on met ensemble tous les acteurs, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des inondations, je pense que ça fera tache d'huile. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment à ce stade de coalition, de synergie entre les différents acteurs pour faire face aux inondations? Bon, s'il y a synergie, c'est une synergie morte parce que quand elle n'est pas active, ça ne marche pas. Parce que bon, moi, je sais que généralement, quand on prend sur les tests et sur les programmes de chaque structure, je pense que la synergie théorique existe, mais dans la pratique, ça n'existe pas. Parce que la protection, généralement, quand tu prends l'environnement, le ministère de l'Environnement, les services de protection des végétaux, protection civile, et généralement et la société civile, nous sommes tous des acteurs qui, quand nous mettons ensemble, on peut faire quelque chose. Mais il se trouve que les gens, comme on appelle, c'est des déperditions d'énergie, chacun veut se faire valoir et généralement, ça ne marche pas. Plutôt qu'une recherche de solution, une compétition donc. Une compétition généralement. Bon, quand je vois, même quand vous voyez les différents scénarios, quand il y a une inondation tout de suite, c'est les interventions des agents de la protection civile. Voilà, bon. Après, c'est les autorités, après, c'est les ministres. Bon, ça, c'est tout. Comme je l'ai dit, c'est toujours le médecin après la mort. Et ça ne résout pas le problème, en réalité. Et je pense que chacun de nous, comme on l'appelle, et en même temps que les nouvelles autorités, nous en sommes tous conscients. Et quand on veut faire quelque chose, moi, je pense que les Maliens, maintenant, comme vous venez de dire, on n'a plus le droit à l'erreur. Et bon, cette erreur-là, elle est connue. Généralement, c'est se faire valoir et non le faire valoir commun. Plutôt que de rechercher une solution, les acteurs vont vers une compétition, selon M. Traoré. Est-ce votre point de vue également, M. Diallo? Bon, compétition... On peut être d'accord par rapport à ça, mais il faut aussi savoir responsabiliser. Par rapport à ce genre de situation, c'est le service technique qui est vraiment responsable, qui est leader de la chose. Et c'est ce service technique, ce département ministériel qui doit être en mesure d'appeler les autres autour de l'action. Donc, pour moi, il ne peut pas y avoir compétition. La société civile est là,
elle a son rôle à jouer, qui est de conscientiser, qui est d'informer, d'amener vers un changement de comportement, qui est aussi d'aider à mobiliser des ressources ou bien de porter haut la voix des communautés. Donc, si la société civile se limite à son rôle et que le service technique est là pour mettre le cadre, apporter toute la technicité et autres là, et d'autres partenaires pour apporter les moyens financiers et techniques, je crois qu'il n'y a pas de compétition, on se complète. Maintenant, il faut dire que souvent il y a des défaillances parce que les gens, quand ils ont une responsabilité, les gens, ces responsabilités ne sont pas assumées pleinement. On t'envoie pour être représentatif dans telle ou telle action, tu ne rends pas compte, tu oublies ta base. Tu es devenu maintenant le boss qui est dans les réunions, tu pars à des réunions, tu n'as plus de base. Tu n'informes pas ta base, tu ne rends pas compte à ta base pour recueillir leur avis et les reporter en haut. La redevabilité n'est pas là. Les critiques, ça va être d'autres personnes qui vont critiquer. Vous qui êtes maintenant dans le circuit, vous êtes là, vous travaillez, vous n'écoutez même plus peut-être les autres. Donc ça, c'est des faiblesses que nous voyons. Mais pour moi, il ne saurait y avoir compétition. Ouais, c'est à l'État, au ministère, au département technique de jouer pleinement son rôle. Justement, est-ce que cette synergie même existe au sein des différents ministères, des différents départements ministériels aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, le ministère de l'Urbanisme consulte le ministère de l'Environnement avant de prendre des décisions de construction quand on voit le résultat sur le terrain? Bon, des fois ça existe. Des fois, ça existe. On nous parle même de comité interministériel, on nous parle de beaucoup de choses. Mais c'est l'efficacité qui manque, quoi. Vraiment, c'est l'efficacité qui manque. Ouais. D'accord. Alors, vous parliez de pauvreté. Est-ce que c'est le Mali qui est pauvre aujourd'hui ou est-ce que c'est une majeure partie des Maliens qui sont pauvres? Est-ce que le Mali est un pays pauvre? Le Mali n'est pas, en termes techniques, le Mali n'est pas pauvre. En réalité, c'est les Maliens qui sont pauvres, en réalité. Bon, je reviens un peu. Parce que bon, quand on essaie de voir d'une façon générale les services techniques, ils ont un programme. Et quand il y a un programme, il y a un budget, il y a de l'argent qu'il faut pour mener les différentes activités. Et quand la société civile, moi je trouve que il y a aussi, il n'y a plus de synergie au niveau de la société civile que par rapport au département. C'est pourquoi je dis compétition, parce que généralement quand on prend les services de l'État, en réalité, les services techniques, généralement, comment on appelle, chacun se bat pour se faire valoir. Chacun se bat pour se faire valoir. L'environnement, peut-être quand il y a un problème d'assainissement, qu'ils défendent leur poste. Bon, c'est quand il y a un problème d'assainissement, par exemple, ici, l'assainissement, ce n'est pas... les services techniques de l'assainissement ne sont pas les seuls impliqués dans la gestion il y a l'urbanisme, il y a plein de choses, services techniques qui sont dans la gestion des inondations, en réalité. Mais il se trouve que chacun joue sur ses propres cordes et chacun fait ce qu'il est propre. L'assainissement, chaque année, on voit en pré-campagne, chaque année, comment on appelle, ils choisissent des services, comment on appelle, des groupements qui font le curage des caniveaux. Et moi, je trouve que, bon, pratiquement... Certains estiment qu'aujourd'hui, une des solutions serait le déguerpissement des occupants du lit du fleuve Niger. Aujourd'hui, est-ce que les consommateurs accepteraient d'être déguerpis? Bon, comme nous, on est généralement là pour la défense des intérêts et des droits des consommateurs. Mais s'il y a le droit,
Je crois qu'il y a la vie, on a le droit à la vie, c'est le premier droit. Mais quand on est dans une situation d'incertitude, je pense que les servitudes quand même des cours d'eau doivent être dégagés en réalité. On ne va pas protéger quelqu'un on ne va pas défendre quelqu'un, on ne va pas aider quelqu'un à s'installer dans une servitude. Ça, c'est hors de question. Moi, je trouve qu'en réalité, maintenant, c'est comment on appelle, les complaisances faisant que toutes les servitudes... Il faut voir le fleuve Niger, là, de long en large, tout Bamako. Les gens, il y a des maisons qui ont le pied dans l'eau. Mais les servitudes, c'est à peu près pas moins de 100 mètres, 50 mètres. Mais ça n'existe pas à Bamako. Et même sur les plaines inondables, les plaines alluviales, généralement, vous trouvez que maintenant, on va même pour faire des champs jusqu'au bord du fleuve. Mais tout ça, il est mieux que moi. Comment on appelle, la dégradation des berges, là. Ce n'est pas profitable. Ça fait que, généralement, ça ne fait que favoriser les inondations au niveau même des zones extra-urbaines, qui fait que, généralement, même certaines cultures sont attaquées par les inondations et qui sont détruites. Faut-il donc appliquer cette solution proposée par certains observateurs, qui est de déguerpir tous les occupants des lits du fleuve? Oui, déguerpir, mais avant de déguerpir, vous allez trouver qu'il y aura des personnes ou des structures qui ont des documents très valables et fournis par les autorités, les collectivités locales. Voyez le lit du fleuve Niger, c'est des hôtels. C'est des grandes cliniques, c'est de grandes bâtisses actuellement qui sont en train d'être réalisées. Est-ce qu'il est possible de dire que ces bâtisses-là, on va les démolir? On va se mettre dans des situations de justice parce que c'est des gens qui ont acquis leur terrain, certes en utilisant la corruption, des moyens peut-être illégaux, mais vous allez voir que c'est des gens qui ont eu des documents valables fournis par les collectivités. Bon, c'est vrai qu'il y aura des communautés aussi qu'il faut faire déguerpir, mais on va privilégier de faire déguerpir des pauvres pour laisser d'autres situations continuer. Il faut être juste, et si on décide de déguerpir, il faut faire déguerpir tout le monde. Dans ce cas, est-ce une question de pauvreté? Est-ce que ce n'est pas une question de je fais ce que je veux? Puisque quand on voit des hôtels qui sont construits, on ne peut plus parler de pauvreté avec les propriétaires des hôtels. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, je le dis toujours, le niveau de corruption est très élevé dans ce truc-là, dans la mise en œuvre même de nos politiques et autres là, et c'est à tous les niveaux. Donc, pour pouvoir solutionner certains problèmes, c'est pourquoi j'aime à le dire, il faut vraiment l'autorité de l'État. Il faut l'autorité de l'État, il faut la conscientisation des gens. Quand quelqu'un va dire que ça ne passera pas par moi, par exemple la corruption, là, si tout le monde avait cette mentalité-là, les collectivités allaient jouer leur rôle pleinement. Le citoyen allait jouer son rôle pleinement. Et un plan d'urbanisme allait exister qui serait appliqué à la lettre et tout le monde pourra se retrouver. Maintenant, si on dit qu'on doit déguerpir les gens, il faut les recaser aussi. Est-ce que l'État a ses moyens de recaser les gens? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut attendre que les gens mettent des investissements maus pour dire qu'il faut les déguerpir? Il ne faut même pas laisser commencer, quoi. Dès que vous voyez que c'est une situation anormale, il faut venir dire, il doit y avoir des gens qui surveillent. Ça, c'est pas normal, on t'avertit, tu le fais, tu es sanctionné ou bien ils viennent démolir. Dès que tu commences, ils viennent démolir. Si tu mets une brique, le lendemain, tu viens, tu trouves que c'est rasé,
mais tu ne vas pas continuer. Mais si tu mets une brique, quelqu'un vient te dire que non, tu ne dois pas être là. Tu dis que mon ami passe, viens me voir là, et que tu lui glisses une enveloppe. Il se tait. Et c'est lui qui va même te couvrir jusqu'à finir ce que tu dois faire. C'est des problèmes. C'est vraiment... je dirais que le problème actuellement est très profond et très complexe. Quand on voit le niveau de corruption, n'est-ce pas la société civile qui peut désormais trouver une solution, puisque même la population semble ne plus avoir confiance aux différentes autorités du pays? La société civile joue son rôle d'alerte. Mais tout est au niveau de la justice. Tout est au niveau aussi des autorités. Si, par exemple, regardez ce qui se passe chaque année, le bureau du vérificateur, qui est, je dirais, entre guillemets, très budgétivore, fait un travail mouse d'analyse des documents, d'analyse de la gestion des fonds et autres, et fait ses rapports, et que ces rapports dorment dans des tiroirs. Ça n'arrive jamais à la justice. Ou quand ça arrive à la justice, on y met le pied. À quoi ça sert? Et pourtant, c'est des milliards et des milliards qui sont dépensés au niveau du bureau du vérificateur. Quelqu'un qui voit ce genre de situation, qui voit que les gens sont en train de détourner de grosses sommes et qui ne sont jamais inquiétés, est-ce que d'autres ne vont pas dire pourquoi pas moi? Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une chaîne. C'est une chaîne et nos autorités ont vraiment du travail. La société civile doit-elle mieux se regrouper, se mobiliser pour exiger des solutions auprès des autorités maliennes? Ça, il n'y a pas autre mesure que ça pour que les choses changent. Parce que la société civile doit se reconnaître en tant que société civile et jouer pleinement sa partition. Parce que, bon, comme on le sait, dans ces dernières années, il est très difficile de faire le distinguo souvent entre certains acteurs de la société civile et certains partenaires politiques. Parce qu'une partie de la société civile est politisée aujourd'hui. Politisée. Bon, généralement, c'est ce qui fait que, bon, on se demande où mettre la tête, quoi. Sinon, quand la société civile joue pleinement sa partition, je pense qu'il y a beaucoup de mots qui seront évincés en réalité. Et si les autorités ne jouent pas bien leur rôle, une partie de la société civile politisée, qui va sauver le Mali, finalement? Bon, c'est, comment on appelle, c'est pas, il y a toujours, tout n'est pas lancé, il faut pas, tout n'est pas à refaire, mais il y a certains pans de la société civile qui jouent leur partition. Il n'est pas, le miel ne se dit pas d'où, mais chacun sait que, bon, nous, en tant que consommateurs, nous travaillons à ce que nous faisons nos interpellations, nous faisons nos dénonciations, et on le fait savoir à qui de droit. Et pratiquement tout ce que nous menons depuis notre création jusqu'à aujourd'hui, nous avons même la loi de protection des consommateurs, qui fait que, bon, aujourd'hui, le consommateur se trouve mieux à l'aise par rapport à la revendication de ses droits et de ses intérêts. Qui va trouver une solution à cette situation? Doit-on attendre Dieu, comme l'aiment dire certains Maliens souvent? Bon, moi je dirais qu'il faut un changement de génération. La génération actuelle, notre génération, je me mets là-dedans, a échoué. C'est une génération plus alimentaire que truc. Ça, il faut le dire, il faut oser dire certaines choses. Il faut vraiment qu'on fasse l'autocritique et à tous les niveaux. Vous parlez de société civile, ça peut être un débat de grand dialogue parce qu'il y a beaucoup à dire à ce niveau. Il y a certes la vraie société civile qui est là, qui bâtit, qui fait des actions remarquables.
Mais il y a d'autres qui utilisent la société civile comme tremplin. Et ça aussi, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à gérer cela. Si vous voyez les commissions, ou bien même beaucoup de choses qui se mènent ici, vous verrez toujours qu'il y a un acteur de la société civile, quelqu'un qui est là, qui représente la société civile. Mais dès lors que la personne est là-bas, le plus souvent, il n'y a plus de redevabilité. La personne est là pour elle-même. Donc, est-ce que cette personne, si elle n'est pas redevable quelque part, est-ce qu'elle pourra influencer? Ce n'est pas évident. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut, même au niveau de la société civile, il y a beaucoup à faire. Nous avons failli. Si nous n'avions pas failli, aujourd'hui, beaucoup de problèmes allaient être gérés. Parce qu'on aurait eu le courage de dire à l'État que vous êtes en train de dévier. Mais souvent, c'est avec la langue mielleuse qu'on est en train de faire des discours pour amadouer les autorités pour se chercher une place ou bien par crainte de quelque chose et autre là. Mais si on utilisait le vrai langage pour informer les autorités comme il le faut, peut-être qu'aujourd'hui ça allait changer. Donc il faut que nous fassions une remise en cause au niveau de la société civile, comme au niveau des secteurs, des autres secteurs. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des gens que vous interviewez, ils vous disent que nous voulons que les militaires restent. C'est pas que, en réalité, on veut le manteau de militaire, mais on veut quelqu'un de rigoureux. On veut des personnes qui sont assez rigides pour montrer la voie. La population est prête à s'assumer, à suivre, mais il faut vraiment des gens rigoureux et dans tous les domaines. Est-ce que les universitaires, les chercheurs maliens également produisent suffisamment sur les questions environnementales, particulièrement les inondations? Bon, moi, je trouve que la recherche, quand même, peut-être que le problème, à ce niveau, le problème peut être la diffusion des résultats de recherche. Sinon, la recherche est beaucoup impliquée dans beaucoup de pans sur les questions environnementales en général. Il y a beaucoup de résultats dans son domaine, mais seulement c'est la vulgarisation des acquis qui fait que ça reste dans les tiroirs comme on le dit. Faut-il plus d'implication des médias maliens également pour trouver une solution? Moi, je pense que c'est pour que la vulgarisation soit, il faut que les médias s'impliquent. Il faut aussi que les services techniques aussi de l'État utilisent les résultats de recherche. Certains estiment également que cette implication des médias devrait se faire avec une information impartiale, indépendante. Tout à fait, parce que les médias quand même, il ne faut pas que ils soient comme... comme la société civile politisée, vous dites. Alors, cette junte qui est en place, quelles devraient être les premières actions, les priorités en ce qui concerne les questions environnementales de la future équipe de transition? Les premières actions, c'est d'abord d'avoir une vision très claire de ce que nous voulons à court, moyen et long terme en matière d'environnement. Si on a cette vision partagée de tout le monde, la mobilisation des ressources, que ce soit matérielle, financière comme humaine, doivent suivre. Mais quelque chose aussi de fondamental, il faudrait qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le clientélisme doit cesser. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce grand dialogue qui est un partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique PEC. Je rappelle que nous avions invité le lieutenant-colonel Adama Diatigi Diarra, directeur régional de la protection civile de Bamako, et Drissa Doumbia de l'Agence de l'environnement et du développement durable, mais ils n'ont pas pu être sur le plateau. Merci aux deux invités, Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD, Lassana Traoré, membre de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. À la régie vidéo et audio, Mamadi
Keïta et Peting Diarra. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.